Indirection only solves some problems, and always at the cost of dev ergonomics. One fundamental solution that Rust really likes, and that very often works, is adding a layer of indirection. A canonical example of this is Bevis events, which are the go-to suggested solution for anything related to "my system needs to have 17 parameters to do its thing." I've tried to be on both sides of this, even specifically in the context of Bevy, of trying to use events more heavily, and trying to just put everything in a single system. That being said, this is just one example. Juste pour vous donner du contexte, Bivy, c'est donc un moteur de jeu vidéo. Je vais appeler ça un moteur, mais c'est plutôt un espèce de framework. C'est un, allez, ils appellent ça un moteur, mais on va dire un petit moteur assez light de jeux vidéo qui est écrit en Rust, et c'est celui qui est le plus populaire. Donc la plupart des gens, s'ils veulent faire du jeu vidéo en Rust, généralement ils commencent avec Bivy. Ça peut être un bon choix. Et donc voilà, ça donne plein de choses pour faire du jeu vidéo, mais c'est pas un framework dans le sens Unreal Engine et Unity. C'est plus minimaliste, mais c'est celui qui est le plus populaire et le plus connu dans l'écosystème Rust. Many issues with the borrow checker can simply be worked around by doing something indirectly, or by copying or moving something out, then doing the thing, then moving it back, or by storing it in a command buffer and doing it later. This can often lead to interesting discoveries in terms of design patterns. For example, one thing I found quite neat is how a very large portion of issues can be solved by reserving entity IDs ahead of time, e.g. world, reserve in hex, note the and world and not and mut world, combined with a command buffer. These patterns are amazing when they work, and they solve otherwise very difficult problems. Another example is a seemingly very specialized get2_mut in Thunderdome that seems like a random idea at first, until one realizes that this is something that comes up all the time, and that solves many unexpected issues. C'est hyper intéressant de se dire par contre, voilà, que le mec il a appris des patterns de programmation parce que le borrow checker l'a forcé à écrire d'une certaine manière, et du coup d'écrire de manière entre guillemets parfaite. Je mets des guillemets sur parfait, et donc les gens se sont tapés la tête contre des murs pour résoudre certains problèmes que normalement on aurait écrit de manière naïve en C++ avec plein de choses qui auraient été oubliées, et on aurait dit bon bah good enough. Et comme Rust force à écrire ce code de manière parfaite, eh bien on a du coup des solutions et des patterns qui apparaissent, qui sont nouveaux, qu'on ne se serait pas posé la question avant, parce qu'on aurait dit c'était good enough. Et donc du coup ça te permet, quand tu reviens sur un autre langage, je trouve, en fait c'est bizarre parce que d'une certaine manière tu te serais pas pris la tête avant, tu n'aurais donc pas appris ce pattern, mais si tu n'avais pas à l'apprendre, c'est que tu n'avais pas à l'apprendre, ou alors après tu aurais rajouté de la glue pour essayer de faire fonctionner le truc, et tu n'aurais pas forcément trouvé une solution élégante. Or là, comme la communauté elle est obligée de le faire parfaitement, elle a trouvé des solutions élégantes, et tu peux utiliser ces patterns dans ton code. Et quand tu reviens sur un autre langage, tu pourras aussi utiliser ces patterns. Il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire qu'en Rust. Et donc c'est hyper intéressant de voir du coup, une communauté qui essaie de résoudre les problèmes parfaitement et qui en trouve. Deux, ça t'aide à le faire, et du coup ça te force à apprendre des nouveaux patterns pour résoudre des problèmes que tu à la base mettais sur le tapis, parce que c'est pas si important que ça, même si à la fin tu vas peut-être te cogner la tête contre le mur parce que tu auras mis tout sous le tapis. Donc ça a un intérêt, on va dire, du coup éducatif, on va dire. Je sais pas si c'est éducatif le mot, mais tu vas apprendre des nouveaux design patterns qui sont utiles, et que tu seras forcé de les apprendre avec Rust. Donc ça c'est intéressant. Malheureusement ça vient avec un coût d'itération qui est extrêmement lourd. Voilà. I won't get into arguing whether the learning curve to being productive is reasonable. It is certainly not, but this whole post is about the problems persisting on a fundamental level even after enough experience is acquired. Back to the point. While some of the above can solve specific problems,
there's very often going to be a situation that can't be solved with a specialized and well thought out library function. This is where solving problems with just do the problematic thing later, with a command buffer, or event queue becomes something many will suggest, and it certainly works. The problem with games specifically is that we often care about interconnected events, specific timings, and just overall managing a lot of state at once. Moving data across an event barrier means the code logic for a thing is suddenly split into two parts, where even if the business logic might be one chunk, it has to be cognitively regarded as two. Anyone who's been in the community long enough have had the experience of being told that this is actually a good thing, separation of concerns, code is cleaner, etc. You see, Rust was designed in a smart way, and if something can't be done, it's because the design is wrong, and it just wants to force you down the right path, right? What would be 3 lines of code in C# suddenly becomes 30 lines of Rust split into 2 places. The most canonical example here is something like, while I'm iterating over this query, I want to check a component on this other thing and touch a bunch of related systems, spawn particles, play audio, etc. I can already hear people telling me, well, duh, this is obviously an event, you shouldn't be writing that code inline. Just imagine the horror of wanting to do something like, Unity code coming, brace yourselves. Or just pretend it's Godot. If for physics, raycast, out ray hit, if hit dot try get component, out mob, instantiate, hit prefab, mob dot transform dot position plus hit dot point, 2, dot get component, audio source, dot clip equals mob dot hit sounds, choose. This is a relatively simple example, but it is something one might want to write. And especially when implementing a new mechanic and testing things, it is something that you can just write. There is no maintainability to think about. I just want to do very simple things, and I want to do them in the place where they are supposed to happen. I don't want a mob hit event, because maybe there's 5 other things I may want to check the raycast against. I also don't want to check, is there a transform on the mob? Of course there is one, I'm making a game. All of my entities have a transform. But Rust won't let me have a dot transform, let alone in a way that would never crash, with a double borrow error, if I'm accidentally inside queries with overlapping archetypes. I also maybe don't want to check if the audio source is there. Sure, I could dot unwrap, but the more observant crab, S will notice the lack of world being passed around. Are we just assuming a global world? Aren't we using dependency injection to write out our query as another parameter in the system with everything laid out up front? Is .choose assuming a global random number generator? What about threads? And where exactly is the physics world? Are we seriously assuming that to be a global too? C'est vraiment ça à chaque fois. Donc du coup, est-ce que c'est global ou pas? Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, ça dépend. On va dire que on a souvent une frame de physique, enfin de simulation, et après on envoie le rendu sur le GPU, et on peut avoir plusieurs frames de simulation qui s'enchaînent, et on peut aussi les avoir en parallèle, mais généralement on en fait une, puis la frame de physique pendant que la frame, de graphique, pendant que la frame de graphique se fait, on commence à faire, on parallélise avec la frame de simulation à nouveau. Mais le truc qu'il faut, c'est qu'on veut avoir le minimum de distance entre l'input du joueur et l'image. Donc on peut pas mettre un maximum d'images de simulation dans le pipeline, parce que si on commence à computer une frame et qu'on est en train de computer une seconde frame en même temps en parallèle, déjà on va prendre plus de temps à computer la première frame, elle va mettre plus de temps à arriver sur le GPU, et donc on va louper, enfin en gros il y aura une plus grande distance entre l'input du joueur et le résultat à l'écran. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est du coup computer le plus rapidement possible une frame, et une fois que la frame elle a été computée, on passe à la prochaine étape, même s'il y a du parallélisme qui peut se passer, surtout quand on est en CPU. Quand on passe sur l'étape de GPU, alors on peut computer la prochaine étape sur le CPU.
mais on veut pas avoir 5 frames en même temps qui se computent sur le CPU et 5 frames en même temps qui se computent sur le GPU. Ça ne marche pas et ça réduit, ça augmente l'input lag. Voilà. Du coup évidemment, une simulation, il n'y en a qu'une à la fois. Et donc, assumer que le monde, il est global, ça permet en fait d'éviter de passer le monde à chaque fois en paramètre de toutes nos fonctions, par exemple. Et donc, c'est pas forcément un problème. Aussi, c'est pareil avec le son. Le son, est-ce qu'il existe ou pas? Si de toute façon, il n'existe pas et qu'on joue pas de son, est-ce que c'est gravissime dans un jeu vidéo? Peut-être pas. Après, c'est chiant, c'est du coup dans le test. Des fois, ça arrive que les testeurs jouent avec le casque sans l'audio. Et puis le son, il y a des choses qui ne se produisent pas, des sons qui ne se lancent pas. Et en fait, on met beaucoup de temps à le repérer. Parce que, en fait, j'avoue que quand on est testeur et qu'on entend la musique du jeu tous les jours, tout le temps, 35 heures par semaine, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, vous en avez marre du son. Et donc, c'est un truc, au final, qui est plus tant que ça testé. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Alors évidemment le son c'est important dans un jeu vidéo, c'est bien sûr. Mais si un coffre qui s'ouvre ne fait pas le bruit du coffre, c'est pas non plus la mort non plus. Et puis ce sera repéré, et puis ce sera corrigé. Et est-ce qu'on doit du coup écrire des tas et des tas de codes pour vérifier que le son est valide à chaque fois qu'on veut le lancer? If you're thinking, but this won't scale, or it might crash later, or you can't assume global world because XYZ, or what if multiplayer, or this is just bad code. I hear you. Ouais, bien sûr. Et alors le multiplayer? Ouais. Et si le jour où mon jeu sort sur Steam, il y a suffisamment de ventes et tout le monde veut du multiplayer, je serais hyper content de le rajouter et ce sera peut-être hyper dur. D'ailleurs, c'est souvent hyper dur parce que ça a pas été, le code il n'a pas été écrit pour. Mais avant d'avoir ce problème, il faut arriver à shipper sur Steam et pas mettre 5 ans à sortir son jeu. But by the time you finished explaining to me that I'm wrong, I've already finished implementing my feature and moved on. I wrote my code in single pass, without thinking about the code, and as I was writing it I was thinking about the gameplay feature I was implementing and how it affects the player. I wasn't thinking, what's the right way to get a random generator in here? Or, can I assume this being single-threaded? Or am I in a nested query, and what if my archetypes overlap? And I also didn't get a compiler error afterwards, and I also didn't get a runtime borrow checker crash. I used a dumb language in a dumb engine, and just thought about the game the whole time I was writing the code. Ok les amis, j'espère que ça vous aura plu cette première partie de cet article sur Rust, le futur du jeu vidéo, mon avis et leur avis. Et on se retrouve bien tout simplement la semaine prochaine pour la suite de cet article. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez de quoi je parle, s'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, voilà, tout ce que je peux faire pour rendre cette lecture plus intéressante. Je serais ravi de partager mon expérience et d'introduire aussi votre avis. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, allez plus.